Bienvenue à toutes et à tous dans cette session de formation dédiée à l'intelligence artificielle. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et partager auprès de vos collègues de classe qui sont intéressés par le sujet, l'intelligence artificielle. Ici, on va pas seulement parler de concepts théoriques, mais aussi on va implémenter les architectures par nous-mêmes. Il y a des bibliothèques dédiées pour ça, mais on va pas utiliser les bibliothèques qui vont nous générer automatiquement des modèles. On va les implémenter par nous-mêmes. Donc, je suis Euler Gering Gaissona. Je suis ingénieur en ingénierie d'intelligence artificielle. Et donc, on a déjà pu parler de les concepts théoriques sur l'apprentissage. Et donc, aujourd'hui, on va pouvoir implémenter en fait, pas l'architecture, mais on va implémenter l'une des méthodes de l'apprentissage qui est la régression linéaire. Donc, je vous invite à aller sur votre navigateur. Alors, pour ceux qui veulent coder en ligne, vous allez sur Google et vous tapez Google Colab. Voilà. Google Colab, c'est un environnement de développement en ligne offert par Google qui va vous permettre d'exécuter les lignes de code que nous allons faire. Vous pouvez toutefois exécuter en ligne, mais par contre, moi, je vais pas le faire en ligne parce que j'ai pas une très bonne connexion. Mais si vous avez une très bonne connexion, vous pouvez toutefois venir là et vous cliquez sur Nouveau notebook et vous aurez l'environnement de développement que vous pouvez exécuter les lignes de code. Par contre, moi, je vais utiliser, voilà, c'est là ici que vous pouvez écrire les lignes de votre code. Vous pouvez le faire ici. L'avantage de travailler en ligne, vous avez l'assistant l'IA, Gemini, qui est avec vous et vous pouvez travailler. Et après, il faut faire attention. Le but, c'est d'apprendre. Il ne faut pas juste laisser tout à la machine, écrire les codes à votre place. Pardon. Donc, ça va pas vraiment vous permettre de vraiment mettre la main dans la pâte pour mieux après apprendre les notions. Donc, c'est pourquoi je vais laisser l'implémentation en ligne. Je vais juste utiliser Anaconda, qui est un environnement aussi de développement qui comporte plusieurs logiciels, hein. C'est une distribution open source. Et donc ici, on va utiliser Jupyter Notebook. Jupyter Notebook, nous l'avons déjà vu lors de la présentation de l'environnement de développement. C'était pendant lors des 3 dernières formations, on a pu aborder ces environnements lorsqu'on a pu voir Python for Data Science. Voilà, on a abordé certains modules de Python pour implémenter notre modèle de la régression linéaire. Moi, je vais aller sur Anaconda, Anaconda Prompt. Ok. Anaconda Prompt, je vais zoomer un peu. Je lance Jupyter. Voilà. Donc, Jupyter Notebook est l'environnement que nous allons utiliser pour implémenter notre architecture. Je vais d'abord prendre mon PowerPoint, comme ça je vais rappeler. Donc, notre but ici, c'est de représenter le modèle. On a dit qu'il faut avoir un dataset. Donc, on va générer des jeux de données qui va contenir notre dataset. Et après, on va pouvoir représenter toute cette formule mathématique pour implémenter notre architecture. Donc, dans un premier temps, avoir un dataset. De cette dataset, on va l'observer sur une graphe pour voir l'évolution des données. Après avoir observé ces données, nous allons faire ce qu'on appelle définir la fonction coût pour mesurer l'erreur entre la dataset, hein, notre dataset et notre modèle de prédiction. Donc ça, je pense que ce sont des expressions qui vous sont déjà familiers parce que on a pu expliquer certains termes. Donc, je vais prendre ce lien parce que par défaut, ça va m'ouvrir Opera. Je pense que ça va. Moi, je ne vais pas travailler avec Opera parce que Opera est très lent. Alors, oui. Bon, Opera, je vais fermer Opera.
Je viens là. Alors, donc, je rappelle que ici, c'est l'environnement de développement de Google, c'est-à-dire Google Colab. Ça vous facilite vraiment, soit par curiosité, si vous voulez implémenter, si vous voulez écrire les lignes de code que nous sommes en train de faire, vous pouvez toutefois le faire en ouvrant juste Google hein, sur votre ordinateur et vous tapez Google Colab et vous avez la possibilité d'exécuter les programmes. Donc là, je vais créer un nouveau fichier. Non, ça, je suis en local. Quand j'utilise Jupyter, je suis en local. Très bien. Donc ici, on est sur l'environnement de développement en local, Jupyter. Voilà. On va pouvoir implémenter notre modèle ici. Très bien. Donc pour commencer, on va utiliser deux bibliothèques. On a NumPy et Mat- Matplotlib. Matplotlib, c'est pour générer les graphiques, hein. Euh, Parfait. Donc là, je viens d'importer ces différentes modules. Donc, je rappelle que pour implémenter le modèle de la régression linéaire qui est parti, je vais juste prendre ce tableau pour en même temps expliquer. Comme ça va être mieux. Je prends mon stylo. Je vais prendre bleu, bleu. Voilà. Très bien. Donc on a dit en apprentissage, euh, il y a différents types d'apprentissage. Voilà. Différents types d'apprentissage. On a l'apprentissage supervisé. Par exemple, quand vous voulez apprendre une langue, il faut qu'il y ait un superviseur. Le superviseur, c'est la personne qui maîtrise la langue que vous voulez apprendre. Donc, il va ajuster vos erreurs, il va vous cadrer. Vous, par exemple, si vous voulez parler l'anglais, alors il faut que votre superviseur, c'est la personne qui connaît l'anglais. Voilà. La personne sait parler l'anglais, vous ne savez pas parler l'anglais et il souhaite vous apprendre à parler l'anglais. Donc il y a un superviseur qui est là, qui contrôle votre apprentissage. Donc c'est ça. Et donc, le deuxième type d'apprentissage, c'est celle qui est non supervisée. L'apprentissage non supervisé, prenons un enfant qui souhaite apprendre à marcher, qui souhaite marcher. Vous n'allez pas, cet enfant va apprendre par l'expérience, des erreurs automatiques et il va pouvoir tomber, se relever, tomber, se relever. Ça, c'est l'apprentissage qui est non supervisé. Cela nécessite beaucoup plus de données pour l'apprentissage. Mais ici, on est dans cette branche d'apprentissage qui est supervisée. Et dedans, il y a des modèles d'apprentissage supervisé tels que celui de la régression et la classification. Je pense que vous avez déjà entendu parler de la classification. Donc, la régression ici, lorsqu'il s'agit de répondre à un problème de prédiction d'un prix ou d'une valeur continue, et dans ce cas, on utilise la régression. Et l'exemple que nous sommes en train de faire, nous voulons prédire nos Y. Alors, je reviens en arrière, ici. Voilà. Donc, on a ce tableau qui comporte nos X et qui comporte nos Y. Et nous voulons prédire la surface en fonction du prix. Prédire, pardon, le prix en fonction de la surface. C'est ce que nous allons faire. Donc, là, on va pouvoir générer. Je vais d'abord enlever. On va générer notre dataset. Je reviens là. Et donc, on va dire, si je fais par exemple np random.rand, si je fais 10,
Vous voyez, ça me génère 10 entiers, on pourrait dire, 10 entiers. Euh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, vous voyez bien la première valeur, c'est 0,10. Si j'exécute encore pour une première fois, ça devient 0,81. L'idée ici, c'est de me générer ces valeurs de manière aléatoire. Mais vu que nous allons pouvoir travailler avec, voilà, pour générer ces fichiers, on va fixer la valeur de random de telle sorte que ça ne change pas à chaque fois. Par exemple, si on fait random euh, seed 0, je fixe déjà. Donc seed va pouvoir fixer les différentes. Si je fais ça, je vais faire maintenant np random 10. Ça va me générer ces valeurs. Ça commence ici par 1,76, 0,40, c'est la deuxième valeur. Et si je réexécute de nouveau, mes valeurs ne changent pas. Je réexécute, hein. Alors, je fais d'abord site, j'exécute, voilà. Ça reste toujours à 1,76. Je réexécute pour une troisième fois, ça change. Par contre, c'est parce que je souhaite avoir, hein. C'est parce que je souhaite avoir. Mais en fait, l'idée de la fonction seed, ça nous permet de fixer nos valeurs pour ne pas que ça change. Voilà. Donc c'est un peu ça. Je supprime cette ligne. Je reviens là. Dans un premier temps, on va générer nos valeurs, nos x, hein, le nombre d'exemples que nous allons avoir ici. On va dire 10, notre x égale, on définit namespace. Namespace va nous générer une valeur séquentielle aléatoire. Le nombre de valeurs que nous allons générer, disons que c'est 10 et le nombre d'éléments c'est 10, hein. Namespace, hein. Dans un premier temps, qu'est-ce qui va se passer? X, si j'affiche X, ça va me générer une valeur, des valeurs pardon, séquentielles aléatoires entre 0 et 10. Le nombre de ces éléments, c'est 10. Le nombre total de ces éléments, si je vous fais un n size, c'est 10. Et bien, donc c'est ça l'idée. Mais par contre, si vous faites shape, c'est juste un tableau, c'est un tableau, une seule dimension. Donc, par contre, si vous voulez changer la dimension pour avoir, parce que nous voulons avoir une matrice, hein, voilà, une matrice en X ayant une ligne et une seule colonne. Par contre, ici, vous voyez que quand on fait shape, on a juste un tableau, voilà, à 10 éléments, 10 éléments dans un tableau. Quand on parle d'un tableau, on parle vraiment d'un tableau à une seule dimension. Et donc, ici, ce qu'on va faire, hein, je vais faire reshape, c'est-à-dire je change la dimension. Je vais mettre la dimension, c'est le nombre de lignes. Je définis le nombre de lignes, c'est le nombre d'exemples, hein. On a 5 10 exemples. Nombre de lignes, c'est 10. Et nombre de colonnes, une seule colonne. J'exécute de nouveau. Et donc, si je fais X shape, ça devient maintenant 10 lignes et une colonne. Là, j'ai une matrice, hein. Et vous pouvez aussi afficher en faisant print X. Oui, vous avez une matrice. Tout à l'heure, c'était pas une matrice, hein. Et donc, voilà, je vais quand même fixer les valeurs, hein, pour euh, voilà. Et donc, c'est ce que nous venons de générer. Et après, ça nous reste Y. Y, on peut faire pareil, hein. On peut faire NP, par contre, random.
On va générer aussi une valeur, nombre de lignes, c'est 10. N simple, c'est nombre d'exemples, si c'est 10 lignes et une colonne. J'exécute, hein. J'affiche hein, Y. Voilà, ce sont mes valeurs de Y. Et si vous faites Y size, vous aurez aussi 10 lignes. Nombre d'éléments, c'est 10. Et shape, vous aurez 10 lignes et 10 colonnes. Et si vous faites X, hein, shape également. Alors, bon, on fait comme ça. Euh, je mets, donc, pareil. Ici aussi, on fait int de Y. Donc, c'est Y. Voilà, donc dimension de X, 10 lignes et une colonne. 10 lignes et de Y aussi, 10 lignes, une colonne. Là, on vient de faire ce qu'on dit ici, c'est-à-dire notre dataset qui contient ici nombre de lignes, c'est 10. Donc, on transfère toutes les données YI dans un vecteur Y et de dimension M fois N et toutes les données X et Y dans une matrice à laquelle on ajoute un billet. Donc, par contre, ici, on veut prédire le prix. La valeur de notre prédiction, c'est ça. C'est X, c'est Y. On veut prédire Y par rapport à nos X. Et donc, ce qu'on s'est dit, voilà, on doit pouvoir choisir un modèle. On doit pouvoir choisir un modèle. C'est ce qui est là. On doit choisir un modèle. On doit choisir un modèle. Notre modèle, pour choisir le modèle, il faut qu'on observe d'abord nos valeurs, notre dataset. On doit visualiser notre dataset Unigraph pour voir l'évolution de nos données. Pour un début, si vous voulez observer, vous voulez afficher une graphe, on utilise le bibliothèque Matplotlib. Donc, je l'ai créé une alias, je fais un PLT, donc ça fait Skater. Ça, Skater vous permet d'afficher les nuages des points. Je vais faire XY, vous allez voir, ça va m'afficher les données. Ce sont des nuages des points. Vous pouvez afficher vos données comme des points, des nuages des points, ou vous pouvez l'afficher sous forme d'une graphe. Et si vous voulez afficher sous forme d'une graphe, ben, vous allez mettre tout simplement plot. Et ben, qu'est-ce que j'ai fait? J'exécute, hein. Parce que pour exécuter, il faut faire CTRL entrée. Voilà. Vous voyez, vous avez votre graphe. Donc, je vais faire juste une petite vérification là. Je fais Y. Y, si je fais, je vais augmenter quand même les valeurs de Y. Je fais ça, voilà. Parce que Y quand même, juste pour avoir une affichage. Ici, oui, Y est quand même trop inférieur, donc là, je vais faire X plus Y. On va afficher nos données. Oui, nos données ont tendance à croître. Et on va afficher plutôt Scatter, comme ça sera plus parlant. Voilà. Donc, c'est ça nos données, nos différents nuages de points. En observant ces nuages de points, bah, tiens, on dit que les données ont tendance à croître. Les données ne sont pas dispersées. Parfois, lorsqu'on va utiliser la classification, et par exemple ici, hein, si vous mettez ça, vous allez voir, vous pouvez observer une groupe des populations qui sont disons, disperser. Et vous voulez catégoriser, regrouper les personnes, les éléments qui se ressemblent. Après, on va voir aussi ça, c'est-à-dire regrouper les échantillons des groupes des éléments si elles sont dispersées, par exemple comme ça. Elles sont dispersées sur la graphe. Et donc, il y a des algorithmes ou l'algorithme qui va nous permettre de regrouper
Il y a des éléments entre, c'est-à-dire ça, on l'utilise même dans le laboratoire pour regrouper les échantillons qui se ressemblent entre elles, hein. Et même avec Fastnet aussi, on va pouvoir utiliser pour regrouper les dimensions ou encore les images qui se ressemblent entre elles. Non. Mais là, c'est autre chose. On le verra au fur et à mesure. Mais là, on va juste rester là. Voilà, comme ça, on reste dans le cadre de la régression. Très bien. Donc ici, on vient de faire ceci. On vient de représenter notre modèle. On vient d'observer juste notre dataset, hein. Mais après, on va définir notre modèle. On va définir notre modèle. Maintenant, pour définir notre modèle, qu'est-ce qu'on s'est dit? On a dit, vraiment, il est très difficile, hein, de transformer ou de transformer, oui, de transformer les expressions mathématiques pareilles direct, hein, sur la machine pour que ça soit compréhensible par la machine. Donc, il est important de réduire ces expressions en expressions vectorielles, expressions matricielles pour que cela soit compréhensible. On veut faire le calcul de notre modèle. Donc, je vais prendre juste mon stylo, juste pour donner une petite explication. Je reste sur bleu. Donc, on sait très bien que notre modèle est de la forme y égale à ax plus b. C'est ça notre prédiction. On connaît y, c'est y que nous voulons prédire. Et donc là, on doit transformer cette expression, on doit le transformer. Et ça, c'est notre prédiction. Et donc là, les a et les b, ce sont nos paramètres. On va les mettre dans une vecteur ou matrice θ qui a pour coordonnées A et B. Et voilà, notre X, on va le mettre aussi dans une matrice qui a x0, x1, x2, x3. Rappelez-vous, dans votre fichier, vous avez xi et yi. Et c'est les yi que vous voulez prédire. Ça, ce sont vos x0, x1, y1, voilà, ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On a dit il faut ajouter un biais à notre x1. Donc, on va transformer la valeur de notre x parce qu'on doit faire la multiplication pour dans l'écriture. On va juste aller pas à pas. On va dire maintenant x. On va ajouter une colonne à notre x. Je vais écrire sous forme de matrice. Ça va être x0, 1, x1, 1, x2, 1, x3, 1. Donc, j'ai une matrice de cette forme et mon θ ne change pas. A et B. Donc, moi, je voulais faire la multiplication. Donc, l'expression AX plus B va devenir grand X fois θ. Bon, cela veut dire que j'ai X qui est là. Je vais faire X1, 0, 1, X1, 1, X2, 1, X3, 1. Je vais le multiplier par θ qui est A et B. Vous voyez, là, on est plutôt dans l'expression matricielle. Et pour faire la multiplication d'une matrice, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais prendre mon stylo rouge. On va faire le calcul de ligne fois colonne. Ici, on a une matrice de taille M fois 2. Et ici, vous avez une matrice de taille N fois 1. Au final, vous devrez avoir une matrice
de m fois n. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, vous aurez ça, x a x est 0, plus un plus un fois b, x a x1, c'est-à-dire on prend ça, cet élément fois a, plus ça fois b, plus 1 fois b, a x2, plus 1 fois b, ainsi de suite. À la fin, qu'est-ce que vous aurez? Donc là, vous aurez f de x0, f de x1, f de x2. Parce que les f de x0, c'est quoi? C'est cette fonction-là. ax plus b. Voilà. Donc nous, dans un premier temps, on va définir θ. Premier cas, on définit θ. On transforme notre valeur, on transforme la valeur de notre x. Deuxième étape. Et après, on fait, troisième étape, la multiplication de ces deux matrices. J'espère que c'est clair. On va pouvoir implémenter ça. Je vais le conserver. D'accord. Donc, on va définir θ. Paramètre 1 et b. Donc, on va dire θ est égal à random, plutôt np point random, on va dire deux lignes et une colonne. Et maintenant, si j'affiche θ, voilà, donc j'ai mes valeurs de θ. Et j'ai déjà, et on va transformer nos valeurs de x, ajouter un biais à notre x. Les valeurs de x comportent juste la deuxième colonne de notre x ne comporte que des 1. Donc on va dire li ones c'est égal à quoi? Comment on fait pour avoir le fait np ones de comme et de li? On va dire euh, nombre de lignes c'est 10. Nombre de colonnes 1. J'exécute. Ça m'a affiché une message erreur. Ah, qu'est-ce qu'on dit ici? Voilà. Je pense que la dimension n'est pas bonne. Voilà. Donc, et là, je vais juste, je vais afficher ligne A1, euh, ligne 1. Vous avez juste un tableau à une seule colonne. Voilà, plutôt une matrice à une seule colonne qui comporte que des 1. Donc, en d'autres termes, si je fais ça, vous allez avoir l'idée ici. Je prends juste le stylo bleu. L'idée ici, vous avez déjà votre x qui est une seule colonne x0, x1, x2, x3. Et vous avez votre ligne 1 qui comporte aussi 1, 2, 3, 4. Et vous voulez les concaténer. En fait, concaténer, c'est les combiner. On avait déjà vu cette fonction. Cette fonction, c'est, on va le concaténer de manière horizontale. Donc, c'est une fonction qu'on appelle ok, hstick. Donc, on va appliquer hstick. Donc, ça va faire plutôt x1, 1, x2, 1, x3, 1. Voilà. Donc, c'est cette fonction qui va pouvoir nous faire la concaténation. Donc, je vais juste faire ceci. Grand X plutôt. Grand X égale à quoi? Égale à, grand X égale à NP. H.
Steak. Ici, je prends la valeur de x et je fais ly once. Et si je fais print, ou vous affichez d'abord, euh, vous affichez la dimension. Pour afficher la dimension, on fait shape. Point shape. Vous voyez, vous avez 10 lignes et 2 colonnes. Et donc là, on va faire print. Print grand X. On a X et 1. Donc, nous avons une matrice de cette forme. On va définir notre modèle. Donc, def fonction. Je vais dire def modèle qui prend en paramètre X. Je dirais notre grand X et θ. Et donc, cette fonction va retourner X fois dot, hein, c'est pas pour doter, la fonction dot de Python, c'est pas pour doter votre femme, c'est une fonction qui fait la multiplication des matrices. Donc on fait θ. Voilà. Vous pouvez afficher maintenant, on peut afficher le modèle. Si je fais modèle X, voilà, j'ai mon modèle. Maintenant, en fait, ce qu'on vient de faire, ce sont nos Y'. Alors, ça, on vient de prédire notre Y'. Je reprends celui-là. Ah non, je, je reprends celui-là. Donc, la valeur finale ici, c'est notre Y'. Je peux juste prendre. Je peux pas écrire, hein. Je vais prendre ça va être mieux. Donc, donc là, elle est considérée comme notre Y' qui était prédit là. En réalité, euh, je vais prendre ça, je reprends juste mon stylo. Ok, je vais juste. Alors, je prends le stylo bleu. Et donc, on a vu cette formule à la fin que on a notre y égale à x fois θ. Donc, autrement dit, à la fin, on a y égale à quoi? Y prime. Donc, y prime ici, c'est cette matrice qu'on avait trouvée. F de x0, f de x1, f de x2, ainsi de suite, f de x3. Alors, à quel point, en fait, on va pouvoir mesurer, on va observer d'abord ces points pour voir où se trouve l'erreur de prédiction. Non, à peu près c'est ça, hein. Je reviens là, on va faire notre modèle. Donc, pour afficher, on utilise toujours la fonction plot, mp, je vais mettre scatter, dans un premier temps scatter de x et y. Après, je vais utiliser plot de x, j'utilise modèle de x, θ. Je vais faire color red. Alors, vous voyez ici, c'est quoi? C'est que je viens de faire. Je dis, ben, on va afficher nos éléments, hein, c'est-à-dire nos x, parce que c'est notre caractéristique ici, c'est, je reviens là, ça c'est notre surface. Donc, on va afficher nos différentes surfaces, hein. Donc, on affiche nos surfaces par rapport au modèle.
Voilà. Donc, vous voyez, là, c'est notre prédiction. C'est notre prédiction. La droite en rouge, c'est notre prédiction. L'erreur ou encore l'écart qui existe, hein. Je vois si je peux. Donc, l'écart qui existe entre ça, ce point, et ça, elle est énorme. Même ça, ce nuage de points, et ça, elle est énorme. Même cet élément ici, avec notre prédiction, elle est énorme. Voilà. Donc, prochaine étape, qu'est-ce qu'on va faire? On va définir la fonction coût. La fonction coût, c'est juste, ça nous permet de mesurer l'erreur qui existe entre le point réel de notre dataset avec notre modèle que nous avons prédit. Donc, on va faire l'erreur, on va calculer l'erreur et en fonction des calculs des erreurs, on va ajuster les erreurs avec la méthode d'apprentissage par descente des gradients. Donc, cette session, on vient de finir cette partie de première étape. Donc, on récapitule ce qu'on vient de faire. On vient de générer un dataset qui comporte nos x et nos y. Le but est de prédire les y en fonction des x. On a observé nos datasets et les datasets ont tendance ici de croître. On a adopté la fonction y égale à ax plus b. Et donc, on a pu transformer l'expression de notre modèle à une matrice. Donc, c'est ce qu'on a pu faire aussi. Et après, on a observé, on a calculé notre modèle qu'on a choisi et on a observé. Donc, lors de la prochaine vidéo, nous allons continuer l'implémentation pour la fonction coût et le reste. Mais vous pouvez déjà vous initier, hein, vous pouvez vérifier vous-même hein, pour essayer de vous exercer comment définir la fonction coût. On se dit à bientôt.